Bienvenue à ce webinaire de l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis agent de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et chargée de projet de l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je vais vous demander de fermer vos micros, si ce n'est pas déjà fait. Donc, aujourd'hui, le webinaire va porter sur le prix du panier à provisions nutritives et les actions potentielles d'influence. Le webinaire est organisé en collaboration avec le dispensaire diététique de Montréal. Donc, qu'est-ce que l'Espace Cuisine? On a des nouvelles personnes qui sont peut-être jamais venues à l'Espace Cuisine encore. L'Espace Cuisine, ça vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais pour qu'on se partage nos outils, nos bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des projets qui répondent aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais, particulièrement les plus vulnérables. Donc, l'Espace Cuisine a pour objectif de partager une meilleure compréhension des enjeux qui sont liés à la sécurité alimentaire à Montréal. On veut promouvoir les approches les plus porteuses qui sont mises de l'avant. On veut renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire, puis on veut harmoniser le travail qui est réalisé en sécurité alimentaire, notamment en se connaissant mieux. Aujourd'hui, on parle du prix du panier à provisions nutritifs. Il y en a beaucoup à dire. Les trois petits objectifs qu'on veut atteindre, c'est vous présenter le prix du panier à provisions nutritifs et économiques. On va explorer des stratégies d'influence à préconiser, puis on va réfléchir au potentiel d'usage des données du PPNE et des approches d'influence potentielles à mettre de l'avant. Donc, on a trois personnes intervenantes aujourd'hui qui ont chaleureusement accepté de collaborer pour la réalisation de ce webinaire. Donc, on a Stéphanie Tremblay et Alessa Gadoua du dispensaire diététique de Montréal. Puis, on a François Lagarde, qui est expert conseil et professeur associé de l'École de santé publique au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé aussi. Donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté de collaborer pour la réalisation de ce webinaire. Ça serait vraiment impossible d'aborder toutes ces questions sans votre expertise. On a premièrement une petite annonce. On va prendre 2 minutes de votre temps parce qu'on a Madame Nobert Jean-Baptiste qui est avec nous, je vous donne la parole pour exposer vos besoins par rapport à votre étude. Bonjour à tous. Merci, Erika. Et merci à vous tous pour votre temps. Donc, je travaille à l'Université de Montréal et en ce moment, on est en train de faire une recherche pour voir l'impact de COVID sur la sécurité alimentaire des Canadiens. Dans le fond, nous travaillons dans 3 provinces, Alberta, Québec et Ontario, et nous aimerions rejoindre le plus de participants possible dans ces provinces-là. Donc, si vous pouvez nous aider d'une manière ou d'une autre à rejoindre les participants, ce serait très apprécié. Il y aura une incitation pour les participants. Donc, parce que nous allons faire des entrevues, des groupes de discussion et aussi un sondage, mais ils ne sont pas obligés de participer à toutes les 3 composantes de l'étude, au fait. Mais pour la première partie, pour l'entrevue individuelle, ils auront 30 $ pour leur participation. Nous recherchons, comme vous pouvez le voir sur la fiche, nous recherchons des adultes de 18 ans et plus et qui ont vécu dans la même province depuis mars 2020, donc pendant COVID, et qui soient capables de parler français ou anglais, plus ou moins pour que nous puissions faire l'entrevue justement. Et vous pouvez nous rejoindre à l'adresse affichée ici, ou du moins au numéro, ou sinon, peut-être envoyer à Erika et elle pourra me les faire parvenir. Donc, merci de votre temps. Je ne prendrai pas plus de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Merci, Nobert. Oui, c'est vraiment important ce genre de recherche-là, puis c'est pour ça qu'on prend le temps de vous en parler, parce que ça nous prend les données, ça nous prend une meilleure compréhension de ces différents groupes-là par rapport à la sécurité alimentaire. Ça nous tient vraiment à cœur que ce genre de recherche-là puisse avoir accès à des personnes qui répondent aux groupes qui sont visés. Donc, merci de votre collaboration si vous avez des perches positives à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder,
J'invite nos collaboratrices Alessia Gadoua ainsi que Stéphanie Tremblay à nous parler de la mise à jour du prix du panier à provisions nutritif et économique. Oui, ben bonjour. Merci, Erika. Merci à l'Espace Cuisine de nous avoir invités aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être présent. Donc, je me présente, Stéphanie Tremblay, directrice programme et impact social au dispensaire diététique de Montréal. Je suis accompagnée ce matin d'Alessia Gadoua, qui est notre chargée de projet du panier à provisions nutritif et économique. Alors, sans plus tarder, je présenterai en fait quelques mots sur le dispensaire que vous connaissez sûrement très bien. On est une institution en fait là, montréalaise depuis 1879. Donc, notre offre de service est vraiment un accompagnement de femmes. On accompagne finalement, on offre des services en nutrition sociale périnatale à des femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Donc, on a une expertise vraiment au niveau de la périnatalité, mais également pour le sujet d'aujourd'hui en insécurité et sécurité alimentaire. Et pour ce qui est de tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, donc peut-être pour la prochaine diapositive, évidemment, on vient aujourd'hui parler spécifiquement là, du panier à provisions nutritif et économique, communément appelé le PPNE. En fait, le PPNE que vous connaissez peut-être, c'est un outil qui permet d'estimer à partir de relevés de prix qu'on fait en épicerie, le coût minimum d'une épicerie équilibrée qui couvre les besoins nutritionnels de la population. Donc, c'est un outil qu'on a quand même en place au dispensaire depuis 1970 qui permet de surveiller l'évolution du prix sur l'île de Montréal, mais aussi au-delà, on pourra en reparler. Et en fait, c'est un outil qui se veut, qui a d'abord été conçu comme étant un outil d'intervention, mais qu'on voit depuis plusieurs années comme ayant un beaucoup plus grand potentiel dans le contexte de la surveillance de prix, puis au niveau de tout du sujet d'aujourd'hui, qui est comment en faire un outil de plaidoyer. Donc, je laisse Alessia prendre la balle au bon. Parfait. Donc, en fait, je vais vous présenter en bref, pendant les 5 prochaines minutes, la méthodologie en bref depuis la mise à jour en 2021 et les plus récents résultats sur le coût du PPNE. Donc, je vais passer à travers ça quand même rapidement, mais vous pourrez consulter la méthodologie et les résultats plus en détail dans le rapport synthèse qui sera disponible. Donc, en fait, le PPNE est composé d'un contenu, d'une liste d'aliments et des quantités associées pour combler des besoins nutritionnels et d'une méthode de relevé de prix. Donc, en ce qui concerne le contenu du panier, on a revu les objectifs nutritionnels à partir du Guide alimentaire canadien de 2019 et des apports nutritionnels de référence, les ANREF les plus récents. Et on a aussi tenu des groupes de discussion et des groupes de travail avec des nutritionnistes pour composer la nouvelle liste d'aliments pour s'assurer que les aliments qui composent la liste sont à la fois nutritifs, économiques et qui correspondent aux habitudes de consommation de la population. En ce qui concerne la méthode de relevé de prix, on a redéfini la fréquence à laquelle on fait les relevés de prix, donc de 3 fois par année à 4 fois par année. On a aussi revu le territoire dans lequel on fait les relevés de prix pour Montréal, donc l'arrondissement avec un niveau de richesse médian. Donc, ça a été sélectionné à la Chine. Et on a revu aussi la méthode de sélection des épiceries. Donc, on s'assure d'inclure des épiceries économiques comme Maxi Super C, des épiceries régulières comme Provigo, Métro IGA. Aussi, on a une application web qui a été développée pour faire le calcul du coût du panier, pour qu'on puisse faire la saisie des prix et visualiser les résultats pour des individus basés sur la catégorie d'âge et de sexe ou pour une famille de choix. Pour les données qui vont suivre, on communique les données pour la famille type que vous voyez sur l'écran, donc 2 parents et 2 enfants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en fait, juste pour vous présenter la nouvelle liste d'aliments, elle est composée de 68 aliments répartis en 11 catégories que vous pouvez voir ici, qui comprend aussi la préparation commerciale pour nourrissons et les céréales pour bébés, parce qu'on calcule aussi le coût du panier pour des nourrissons. Prochaine diapo. Donc, en fait, les principales différences entre l'ancien panier et le panier mis à jour, c'est qu'il y a une plus grande variété de fruits et légumes
On a enlevé quelques aliments comme le foie et des aliments transformés comme la saucisse, la Bologne, les fèves au lard. Et on a introduit le yogourt, les sardines, le tofu, les boissons végétales, par exemple. Et donc, il y a plus de protéines végétales qu'avant. Donc, voici les principales différences entre l'ancien et le nouveau. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en fait, ce qui concerne les résultats sur l'évolution du coût du panier pour une famille type, donc comme on voit ici sur la diapositive, le coût du panier hebdomadaire pour nourrir une famille type a augmenté de près de 33 $ entre octobre 2021 et juillet 2022. Donc, ce qui représente une augmentation de 15 % du coût annuel pour nourrir une famille. Donc, juste pour vous donner une idée, en juillet 2022, ça coûtait 8,90 $ par personne par jour. Et en fait, on a fait une collecte plus récente en octobre et on voit que le coût du PPNE a continué à augmenter. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, maintenant, regardons la hausse importante observée par catégorie d'aliments. Donc, en fait, on a vu le prix moyen par kilogramme pour 7 des 11 catégories qui a augmenté de plus de 10 %, ce qui est parlant parce que la liste d'aliments est composée d'aliments de base et d'ingrédients culinaires. Donc, en fait, les deux catégories pour lesquelles on a observé une plus grande augmentation, c'est pour les produits céréaliers qui ont augmenté de 37 % au cours des périodes entre octobre 2021 et juillet 2022. Et une augmentation de 41 % pour la catégorie des fruits frais et fruits surgelés en conserve. Prochaine diapo. Donc, maintenant, regardons les catégories de protéines végétales et produits laitiers. Donc, en fait, les protéines végétales ont vu une augmentation de 13 % au cours des périodes, dont une augmentation plus importante provenant des légumineuses, donc qui ont augmenté de 17 %. Malgré cela, les légumineuses demeurent une source de protéines économiques comparativement aux sources de protéines animales comme les viandes qui ont un prix moyen par kilogramme plus élevé. En ce qui concerne les produits laitiers et boissons végétales, leur prix moyen par kilogramme se rapproche du prix moyen pour les protéines végétales, mais on a observé une plus légère variation au cours des périodes. Stéphanie? Oui, merci Alessia. Donc, évidemment, toutes ces données nous permettent de démontrer plusieurs... En fait, on constate du côté du dispensaire, puis on sait très bien que c'est des préoccupations que vous avez. Dans le fond, on voit qu'il peut y avoir très bien des... On voit une tendance finalement très inquiétante au niveau des aliments de base et des ingrédients culinaires, comme tu le démontres, Alessia. On voit que ça peut avoir un impact très important sur les familles à faible revenu. Et tout ce contexte inflationniste, en fait, on aura la discussion de groupe ensemble sur comme cette problématique-là qu'on voit très bien qui s'exacerbe avec la hausse du panier à provisions nutritifs. Prochaine diapo. Et ce qu'on souhaite avoir aussi comme discussion aujourd'hui, c'est sûr qu'on pense que l'outil tel qu'on vous le présente aujourd'hui aurait nécessairement une plus-value. Une plus-value parce qu'on pense vraiment que c'est un outil qui peut être très précieux pour suivre l'évolution du coût, pour démontrer aussi effectivement peut-être des disparités de coûts par personne, par jour entre les différents arrondissements au niveau de la Ville de Montréal. Pour démontrer aussi ce qu'on souhaite tous aussi, on est tous réunis pour ça, là, toute la question de la problématique d'insécurité alimentaire, puis pour pouvoir ultimement aussi peut-être en dégager des comparatifs entre les régions. Prochaine diapositive. Et pour ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, bien évidemment, le PPNE, on le voit aussi très bien comme un outil qui peut aider à mener des stratégies d'influence. Donc, en générant, par exemple, des données, on permet aussi d'élaborer un contenu, de documenter des enjeux. Fait que je pense que c'est un bon point de départ avec la production de ce qu'on génère comme données. D'ailleurs, en fait, on est aussi dans un mode actuellement de diffuser nos données. On a fait, peut-être que certains y ont d'ailleurs assisté à un lancement médiatique le 12 octobre auquel on s'est allié quand même d'acteurs clés
pour nommer, par exemple, François Fournier. On a fait appel aussi à un porte-parole média qui est Geneviève Ogleman. Et on croit là que ça a été un bon point de départ là, au niveau des stratégies d'influence, de mener cette action médiatique-là. On a eu beaucoup de retombées aussi médias. On voit aussi un potentiel d'utiliser les données pour d'autres interventions. Tu le nommais tantôt en introduction, Erika, tous les coupons nourriciers. Donc, on voit très bien que ça peut aider à venir évaluer le juste prix pour s'alimenter sainement. Donc, fixer peut-être des prix pour niveau des cartes prépayées, par exemple, de toutes les initiatives similaires de type incitatif économique à la saine alimentation. Donc, on est un peu ici aujourd'hui pour voir à d'autres stratégies, réfléchir collectivement, voir si d'autres partenaires est intéressés à porter le message avec nous. Et peut-être pour la dernière diapositive, donc la suite des choses, peut-être le PPNE nommé qu'on est aussi dans un mode de déploiement provincial, comme tantôt on parlait du potentiel aussi pouvoir de comparer des régions entre elles. Donc, ultimement, avec un financement qu'on a, on générerait là, de nouvelles données là, dans 3 régions du Québec en 2023, donc à venir. Puis on a aussi des explorations en cours au niveau des communautés autochtones, donc on anticipe également d'avoir une adaptation du panier à provisions nutritives pour répondre aux réalités particulières qu'on peut voir au niveau de ces communautés autochtones. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux, c'est super intéressant, puis ça a été extrêmement concis malgré toute l'information que vous aviez à partager. Donc, on a même le temps, je ne sais pas si on va pouvoir en parler à la fin, puis même vraiment revenir sur comment on peut faire avancer le PPNE, mais je ne sais pas s'il y a une personne qui aurait une question de compréhension ou un élément vraiment pas de débat, mais bien pour pousser plus loin. Si quelqu'un qui a une question qui lui brûle les lèvres, pourriez lever la main, puis on pourrait prendre le temps de vous répondre. J'aime ça, ouvrir des portes, puis laisser la porte ouverte quelques secondes pour les gens qui n'osent pas. Mais sinon, si tout le monde a très bien compris, ça veut dire qu'Alessia et Stéphanie, vous avez fait un travail fantastique et que c'est très clair. Oh, on a une question de Isabelle Noyon. Isabelle, la parole est à vous. Oui, bonjour. En fait, c'est une question un peu particulière. Actuellement, je suis directrice de l'organisme chez Émilie Maison d'entraide populaire et on a une banque alimentaire, entre autres, et on a la moitié des personnes qui sont issues des communautés. Et on s'est aperçu qu'il y avait aussi des différences qui étaient différentes au niveau des produits halal, entre autres. Est-ce que vous avez est-ce que vous considérez ces produits-là dans votre analyse du marché? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui utilisent des produits halal. J'ai l'impression que ça a augmenté. Dans notre banque, on donne végétarien, vegan, halal et régulier. Et on s'est rendu compte que les produits halal avaient augmenté énormément. Je voulais savoir si vous avez tenu compte de cette particularité. Merci Isabelle pour cette magnifique question. Stéphanie, Alessia? oui, je peux répondre. Oui, En OK. fait, vous amenez un point intéressant. En fait, le PPNE qu'on vient de mettre à jour, c'est un PPNE régulier, si on peut dire. On a tenu en compte les habitudes de consommation de la population générale basées sur des groupes de discussion. Donc, il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de particularité comme on ne peut pas tenir en compte le prix spécifique pour un panier végétarien ou un panier halal ou d'autres. Mais l'idée, c'est à un certain point, créer des types de paniers différents qui sont plus spécifiques à des sous-populations, mais pour l'instant, le panier n'a pas la capacité de tenir ça en compte. Par contre, on collecte les prix pour les aliments le moins cher. Pour un aliment, par exemple, le yogourt, on choisit le yogourt le moins cher par 100 grammes. C'est possible que cet aliment-là est un yogourt halal si c'est le moins cher, si c'est le prix qui est noté, mais on n'a pas de manière maintenant de faire cette distinction-là, de comparer les produits halal versus non. Mais c'est un point pertinent que vous avez. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Je veux juste dire, c'est parce que dans le quartier où on travaille, c'est le plus grand parc de HLM du Québec.
Et nous, on a pratiquement la moitié de la population est issue des communautés culturelles, si ce n'est plus. Et donc, c'est vraiment ce panier alimentaire qui est important. Merci de le considérer aussi dans certains produits. Merci beaucoup pour votre intervention, Isabelle. C'est tout à fait pertinent. Puis j'ose croire que vous pourrez peut-être même prendre contact avec Nobert, étant donné votre action dans les HLM et dans un quartier où est-ce qu'il y a une concentration de personnes potentiellement en minorité culturelle qui habitent. Donc, pour la suite, Alicia, je vous invite à écrire votre question dans le chat. On va devoir passer à la prochaine présentation. On va pouvoir revenir à votre question. Je vais la prendre en note, puis on va pouvoir y revenir suite à la présentation de M. François Lagarde. François, la parole est à vous. Très bien. Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous. En 10 minutes, je vais vous faire un peu la bande-annonce des principes de base en plaidoyer, en communication d'influence. Puis le mot que je souhaiterais que vous vous rappeliez après l'intervention, c'est le mot « solution ». Alors, la présentation qu'on a eue, qui est excellente, qui est un très bon point de départ pour réfléchir à l'influence, c'est la situation, ou en tout cas les informations que nous procure l'étude sur le panier à provisions. Mais en influence, influencer, ça veut dire agir sur le cours des choses. Et le cours des choses, ce n'est pas juste une démonstration du problème. Si on veut agir, c'est qu'il faut proposer, soumettre à quelqu'un en position de pouvoir dire oui à une incitation, proposer une solution qui va permettre de réduire l'enjeu ou de l'éliminer ou de le prévenir, etc. Donc, oui, le point de départ, c'est l'étude sur le prix du panier à provision, mais le point de départ en vue d'une stratégie d'influence, c'est quelle solution on veut mettre de l'avant. Ça, c'est mon idée maîtresse. Passons à la prochaine diapo. Ça, c'est une diapo que vous pourrez consulter. Vous voyez qu'il y a plein de liens, là. Je commence par ça en vous disant que si vous voulez avoir un peu François Lagarde en poudre, vous ajoutez de l'eau et j'apparais, là, avec quelques conseils pour vous accompagner dans une démarche de réflexion en stratégie d'influence. Il y a des guides, dont le site pourrallier.com, qui est un site québécois qui a été conçu pour et par des acteurs locaux et régionaux au Québec qui œuvrent en développement social, en réussite éducative et le reste. Je sais que ce matin, il y a beaucoup de gens qui œuvrent justement à l'échelle locale et régionale. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que je vais emprunter un peu l'image de penser globalement, agir localement. C'est qu'on a la situation du panier d'épicerie. Vous êtes un organisme communautaire ou vous œuvrez dans un CIUS ou autre, et vous vous dites comment je peux influencer et changer le cours des choses. Puis, c'est bon d'avoir une espèce de vision ou un scénario d'une liste de gens qui peuvent dire oui à une pratique ou une mesure. Si c'est à votre échelle locale ou régionale, excellent, parce que vous pouvez aller les voir et légitimement les inciter à adopter quelque chose de concret qui devrait être à leur portée, qui va changer le cours des choses. Mais on sait très bien que le panier à provision, il y a des éléments qui sont déterminés en ce moment à Moscou, à Kiev, à Paris, à New York, à Toronto, à Ottawa, à Québec. Alors, c'est sûr que les solutions sont à plein de niveaux. Puis lorsqu'on est un acteur local, on peut agir auprès de décideurs locaux. Puis on peut se mobiliser avec d'autres acteurs qui travaillent à d'autres échelles quand on est explicitement, c'est très clair, voici une solution qui peut être adoptée par le gouvernement québécois, par tel ministère, par telle instance, par tel acteur économique. Alors, l'idée d'influencer, ça commence par la solution et un groupe de décideurs capables d'adopter la décision. Puis ça, j'avais préparé cette diapo-là pour des gens en santé publique qui œuvrent dans le réseau institutionnel de santé publique pour, en gros, leur dire arrêtez d'être des marchands de problèmes, puis commencez à être des marchands de solutions. Puis la colonne expertise solution, il y a là une liste de contrôle de comment présenter une solution,
et comment se présenter comme étant un porteur de solutions. Alors, idéalement, vous devriez être en quelque sorte des experts de la solution que vous préconisez. Vous devez vous rendre disponible. Vous devriez être capable de montrer que vous avez écouté ou mobilisé des citoyens qui sont directement touchés par l'enjeu, puis que vous êtes porteur de solutions. Puis là, la liste de contrôle, c'est des solutions documentées, éprouvées, adaptées, réalistes et mobilisatrices. Alors ça, c'est les qualités d'une solution que vous mettez de l'avant et de reconnaître que vous êtes un messager, que votre poids politique devra s'additionner à celui d'autres, notamment des citoyens. Et c'est comme ça qu'on peut, par la mobilisation, ensuite entrer en relation avec les décideurs. Ça, c'est l'autre mot-clé. Donc, les 3 mots-clés, solution, mobilisation, relation. On pense souvent que l'influence, c'est un exercice de revendication et de rapport de force. Et c'est en partie ça, mais ultimement, l'influence, c'est une relation de collaboration parce que les décideurs devront devenir les champions de la solution que vous préconisez et devront eux-mêmes être les promoteurs dans leurs instances de cette solution-là. Donc, oui, des fois, il y a des rapports de force, il y a des tensions, il y a voire des débats à avoir avec des décideurs, mais on doit tendre vers une relation constructive si on veut basculer dans la solution. Passons à la prochaine diapo. Et vous pouvez cliquer 3 fois pour faire apparaître. Voici une diapo que vous pourriez avoir sur le coin d'une table dans votre organisme pour réfléchir à une stratégie de plaidoyer. Ça prend un argumentaire, puis je vous le dis, là, les ministres et les maires, mairesses lisent une page recto, Arial 12 points, simple interligne. Donc, pas des documents de 172 pages. Ultimement, un argumentaire se résume de 1 à 3 pages. On décrit l'enjeu qui doit être perçu comme étant préoccupant, bien documenté et partagé, populaire au sein de parties prenantes. Et ça, le panier à provision, c'est un bon point de départ. Mais ça prend aussi un argumentaire sur la solution. Puis je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en termes de la qualité de votre solution, mais très concrète, observable. Puis après, il y a une dynamique politique avec un P minuscule, j'aurais dû mettre, pas partisan, mais politique. Il y a une dynamique, il y a des questions de timing. On est rendu où dans les processus d'adoption de mesures ou de politiques publiques? Comment vous positionnez la solution en lien avec les agendas politiques? Est-ce que vous mobilisez des influenceurs clés qui sont consultés dans le processus de l'adoption de la pratique ou de la mesure ou de la politique? Prendre en compte les opposants, puis parfois parler aux opposants pour les rallier. Ça marche à peu près à 50% des fois. Des fois, un opposant, on pense qu'il est opposant, puis on n'y a pas parlé. Puis quand on y parle, tout à coup, on peut tenir compte de certaines préoccupations pour rendre notre solution plus désirable. L'importance des coalitions et de la mobilisation, puis aussi l'importance de ce qui circule dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux. À la fois, et là, le message, bien sûr, mais aussi les messagers, puis faire circuler dans les réseaux d'influence, faire valoir l'adhésion des citoyens, de leaders d'opinion traditionnels et moins traditionnels associés à l'enjeu. Prochaine diapo. Les quelques diapos suivantes, c'est un résumé de la démarche Pour Allier sur pourallier.com. Encore une fois, c'est une ressource québécoise qui pourrait vous aider à élaborer vos stratégies d'influence. Puis dans cette stratégie-là, puis dans les liens qui apparaissent à la diapo que j'avais préparée pour la santé publique, vous allez voir, c'est une série de questions, c'est une approche assez socratique, là. Vous connaissez les réponses et l'outil vous aide à passer au travers d'une 50aine de questions, dont 25 sont assez incontournables. Questions qui représentent des facteurs de succès d'une stratégie d'influence. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être parfait et avoir des réponses à toutes les questions, mais sachez que derrière chaque question se cache un facteur de succès éventuel de votre stratégie d'influence. Puis, passons à la prochaine diapo.
ça vous amène à réfléchir, à bien vous préparer, bien vous déployer, établir des bonnes relations, puis aussi apprendre au fil du temps. Puis dans la première étape, vous allez voir là, bien préciser l'enjeu et la solution. Quelle est la personne ou les personnes ou l'instance à rallier pour l'adoption de la dite solution, la prise en compte du contexte avec les éléments favorables et les vents contraires. Ensuite, l'élaboration d'une stratégie, de contenu, de message. Puis rappelez-vous qu'aujourd'hui, la communication, ce n'est pas juste la diffusion unidirectionnelle de messages, mais c'est beaucoup dans la conversation et l'échange. Puis, évidemment, avoir des ressources dédiées pour l'exercice de l'influence. L'influence ne s'exerce pas comme par magie. Ça prend du vrai monde avec des compétences puis des ressources pour mettre en œuvre une stratégie d'influence. Prochaine diapo. Ensuite, interagir dans le sens d'établir des relations avec les décideurs, avec les parties prenantes, avec les médias, pour créer des momentum aussi d'adhésion, puis envoyer le signal qu'il y a de plus en plus de gens qui attendent la solution et qui sont mobilisés pour la mettre en œuvre en autant que la décision soit prise. Puis l'importance des médias, que résumerai sous la forme de tam-tam, de mise en valeur de l'adhésion, de la désirabilité, de la faisabilité de votre solution. Puis ensuite, bien sûr, apprendre, c'est-à-dire qu'en général, le plaidoyer et l'influence, ce ne sont pas des sciences exactes. On peut avoir une stratégie, mais très souvent, une stratégie d'influence, c'est beaucoup une stratégie d'agilité. Vous devez planifier à peu près 50% de ce que vous voulez faire de façon explicite, mais il faut être en position de réactivité, d'agilité, d'opportunisme, parce qu'on ne sait pas quand il va y avoir des fenêtres d'opportunités qui vont apparaître. Puis, il y a des traversées du désert parfois. Il y a des reculs en influence. C'est la nature de la bête. Donc, il faut être là-dedans. Puis, pour bien rester zen, mais aussi être opportuniste et apprendre des reculs, bien, il faut se doter d'un cadre de suivi, d'évaluation et d'apprentissage. Non seulement de la stratégie d'influence, puis il ne faut pas célébrer trop vite parce que l'adoption plutôt officielle d'une solution ne veut pas dire qu'elle va être mise en œuvre et ne veut pas dire non plus que ses effets vont être perceptibles. Donc, le cadre de suivi d'évaluation en plaidoyer et en influence, ce n'est pas juste la stratégie d'influence et l'adoption de la mesure, mais c'est aussi de suivre sa mise en œuvre et ses effets. Alors, j'ai probablement pris un petit peu plus que 10 minutes. Je vous disais, c'est un peu la bande-annonce des principes de base en plaidoyer, mais retenez qu'à partir de la présentation et de données sur des états de situation comme ce qu'on nous a présenté sur le panier à provision, c'est un bon point de départ qui devrait nous amener entre nous ou au sein de vos organisations à réfléchir aux scénarios d'acteurs à mobiliser pour adopter des solutions concrètes en termes de pratiques et de mesures, puis qu'ensuite, vous allez devoir mobiliser des parties prenantes à votre échelle ou devenir être mobilisé dans un cadre autre. Tout ça dans une perspective d'établissement d'une relation constructive avec les décideurs pour s'assurer que les choses se passent et qu'on a agi sur le cours des choses. Voilà. Merci beaucoup, François. Je vais me permettre de prendre quelques minutes, peut-être moins de 5 minutes, pour répondre à une question qui a été, je rebondis tout de suite après ta présentation, François, qui était super intéressante pour donner les bases, là, de savoir comment faire l'influence, de s'axer sur les solutions. Puis justement, il y a quelqu'un qui nous écrivait dans le commentaire en s'inscrivant au webinaire qu'on se sent souvent impuissant par rapport à l'importance de ces enjeux et comment ils se passent à une autre échelle que locale. Puis tu en as parlé, François, là, de toute l'influence qu'il y a à travers la planète. Puis on dit qu'il serait intéressant de dégager des pistes d'action, ne serait-ce qu'au niveau régional. Puis là, ça m'a beaucoup interpellé cette question-là parce que c'est un peu ce qu'on fait à travers le Conseil du système alimentaire montréalais. Donc, je vais prendre 2-3 minutes pour en parler puis le mettre de l'avant.
Donc, c'est quoi la posture du Conseil du système alimentaire montréalais par rapport aux enjeux de l'insécurité alimentaire? Rapidement, là, le Conseil SAM a 4 rôles principaux, notamment d'agir comme espace de coopération, mettre en place des activités de partage de connaissances, puis ça, c'est pour ça qu'on mène le projet d'espace cuisine pour la sécurité alimentaire. Là. On mène des activités de partage de connaissances, mais on travaille aussi sur le développement de positions et de promouvoir des priorités et des politiques favorables à un système alimentaire durable et équitable. Donc, c'est en plein en réponse à ce qu'on parle aujourd'hui. Puis, ben, quand on s'est penché, on s'est penché sur les problématiques d'insécurité alimentaire avec des chercheurs, avec des intervenants. À travers le temps, on voit bien que l'insécurité alimentaire, finalement, il y a 2 leviers principaux pour y faire face. Il y a toutes les solutions qui sont liées aux revenus et au logement, et il y a les solutions qui sont liées à l'accès aux aliments. Donc, c'est à travers les différentes bulles que vous voyez à droite, que ce soit l'aide sociale, l'aide aux familles, l'aide au logement, la sécurité de la vieillesse, le soutien financier à l'achat d'aliments de base, des stratégies de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est du côté du revenu et du logement, mais sinon, du côté de l'accès aux aliments, on s'intéresse à l'alimentation scolaire, à l'aide alimentaire d'urgence, au développement des capacités dans les communautés, donc tout ce qui est les compétences culinaires, le dispensaire diététique, l'a mentionné tout à l'heure. Puis on parle aussi de toutes les initiatives finalement qui permettent de bâtir des systèmes alimentaires locaux alternatifs et durables dans les communautés. Donc, c'est vraiment à travers tous ces leviers-là que le Conseil SAM tente d'agir et prioriter certaines pistes de solutions qui devraient être mises de l'avant. Donc, ce qui a été travaillé jusqu'à maintenant là, de façon proactive, c'est notamment un plaidoyer pour les coupons nourriciers. On a travaillé notamment avec l'association, puis on travaille activement avec l'Association des marchés publics du Québec, Coalition Poids, puis Carrefour solidaire pour mettre d'avant ce genre de solutions-là auprès des gouvernements, auprès des décideurs. On fait du plaidoyer aussi pour une taxe sur les boissons sucrées qui permettrait de financer des programmes de coupons nourriciers. Il y a eu des avis, des prises de position qui ont été faites sur des politiques qui visent à réduire l'insécurité alimentaire, notamment, vous l'avez vu peut-être avec l'Observatoire sur les inégalités. Il y a des lettres qui ont été signées pour mettre de l'avant des solutions qui sont sorties de ce rapport d'analyse qui a été fait par François Fournier sur l'insécurité alimentaire. On s'est posé la question, c'est quoi les façons pour véritablement réduire l'insécurité alimentaire au Québec. Puis une des pistes de solution qui est mise de l'avant, qui est à explorer, c'est le revenu minimum garanti. Puis finalement, là, pour en nommer que ceux-là, là, on a promouvoir un programme d'alimentation scolaire universelle pour le Québec. Donc, on travaille proactivement aussi avec le collectif québécois pour une saine alimentation scolaire, puis le Club des petits déjeuners, pour que le Québec et même que le Canada se dotent d'un programme d'alimentation scolaire universelle. Donc, on a travaillé aussi, vous le voyez dans la photo, certaines personnes étaient là, certains d'entre vous, certains et certaines étaient là. On a fait un forum régional qui a permis de collecter plein d'autres solutions. On a fait des exercices participatifs pour comprendre, mais les gens qui travaillent dans les systèmes alimentaires locaux, vous qui êtes les intervenantes et intervenants, c'est quoi les pistes de solutions, les priorisations à faire pour notamment faire des recommandations auprès de nos décideurs pour mettre en place des actions qui permettent de répondre à l'insécurité alimentaire à Montréal. Donc, on est en train de travailler sur toutes ces suggestions-là qui ont été mises afin de bonifier cette liste-là que vous voyez devant vous. Donc, on tente d'axer justement notre travail sur des pistes de solutions structurantes pour l'insécurité alimentaire à Montréal, mais il y en a tant à faire. Donc, je ne prendrai pas plus de temps que ça. On va tout de suite passer au volet participatif. Puis, je voulais premièrement vous exposer, je vous ai nommé la première question, là, des personnes participantes, puis j'ose espérer y avoir répondu un petit peu avec les quelques minutes qui viennent de passer. Mais il y avait aussi une question qui était est-ce que les données du PPNE peuvent être utilisées pour demander au gouvernement de se prononcer sur le droit à l'alimentation et de mettre sur place des cibles de réduction de la pauvreté à court et moyen terme? Donc, c'est une très grande question pour Stéphanie et Alessia, mais on pourrait y revenir. Mais
il y avait justement nos collègues du dispensaire d'esthétique qui avaient des questions pour vous. Puis c'est comme ça qu'on va un peu ouvrir la discussion. Là, on pourra répondre à la première question, mais aussi ces questions de... on voulait savoir si avant, aujourd'hui, il y avait des gens qui avaient entendu parler du prix du panier à provisions nutritives. Puis est-ce que vous avez déjà utilisé ces données-là? Comment vous les avez utilisées? À quoi elles ont servi? Qu'est-ce que vous avez fait avec ces données-là? Puis, bien sûr, toutes vos questions seront bienvenues. Fait qu'on va peut-être tenter de commencer avec une réponse par rapport à la première question, par rapport au PPNA et le droit à l'alimentation. Je ne sais pas, Stéphanie et Alessia, si vous avez des réflexions, puis je vais arrêter de partager mon écran à ce stade-ci. C'est une question piège. Voulais-tu débuter? Je pourrais compléter? Oui, en fait, Oui. oui, j'ai des réflexions, mais je pense aussi au discours de François qui disait que oui, les données du PPNS, ça place la table, c'est la première étape, mais pour vraiment avoir de l'influence, ça vient avec les solutions. Mais je pense aussi au fait que on essaie de déployer, on est dans la phase de pilotage du déploiement de l'outil dans 3 régions du Québec et on est en train d'explorer comment l'adapter pour que ça représente mieux les réalités d'une ou de plusieurs communautés autochtones et que ça soit mieux opérationnalisé dans ces contextes-là. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse faire des comparaisons entre régions, entre populations et là, je pense au droit de l'alimentation, c'est pour les populations autochtones. Là, si on peut comparer le coût dans X communauté 50% plus élevé, le coût du PPNA 50% plus élevé qu'à Montréal, blablabla. Là, oui, ça peut parler, peut frapper certains décideurs, mais est-ce que ça peut vraiment influencer pour mener à des politiques? Juste ça, non, mais en travaillant en concert, oui, comme François a mentionné, ça serait une bonne première étape pour se lancer dans une stratégie d'influence pour plaidoyer pour le droit à l'alimentation. Je ne sais pas, Stéphanie. Oui, ben, peut-être juste pour rajouter, je pense effectivement que quand on regarde les déterminants structuraux de l'insécurité alimentaire, c'est certain qu'on a un enjeu ici de revenus, puis je pense qu'il faut l'adresser. Puis je pense que qu'est-ce que tu nommes, Alessia, c'est toute la question de la disparité qu'on veut documenter. Oui, il y a les communautés autochtones, mais dans les régions, tout ça, on pourrait aussi, ultimement, dans notre déploiement, dans l'utilisation, en arriver à dégager des disparités également. Puis je serais super intéressée à poursuivre la discussion avec vous. Je pense qu'il y a un réel potentiel de faire valoir les données puis de faire des démonstrations auprès des décideurs dans le sens de toute la question du revenu. Le comment, on est là-dedans aujourd'hui, on y réfléchit collectivement, mais je pense que il y aurait réellement un potentiel. Je ne sais pas si François aussi, j'entendais comme un écho, là, s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, mais moi, je pense qu'il y a une opportunité. Le comment, c'est à définir. Là. Parfait. On va passer bien. Bravo pour cette réponse à ces questions si difficiles quand même. C'est une question profonde. On va y aller avec Mylène Thériault qui a la main levée. Oui. Bon, je vais essayer de bien formuler mes choses. C'est ça, je trouve que l'outil est super pertinent justement là, pour permettre de comparer, que ce soit dans le temps, mais aussi entre les différentes régions, là, le coût d'un panier de base. Mais je vais me joindre un peu aux interrogations d'Isabelle, mais par rapport au contenu de ces paniers-là, c'est-à-dire que je me demande si ce serait le meilleur outil à utiliser pour un plaidoyer politique, étant donné qu'on se base vraiment sur un revenu ou sur le prix d'un panier vraiment
le moins cher possible de base, puis que je me demande à quel point, en fait, ça se transmet dans la réalité. Des familles à faible revenu, je me demande à quel point ils ont éliminé, on parlait tantôt du contenu du panier qu'on a éliminé, genre les saucisses, pour le remplacer par du yogourt, des sardines. J'ai l'impression qu'il y a une volonté très... dans des idéaux nutritionnels qui, je ne sais pas à quel point ça se transmet dans la réalité des gens, puis que je ne sais pas si c'est un outil qui permet d'être un miroir de la réalité des gens qui vivent dans la précarité puis qui pourraient justement bien transposer leurs besoins en termes de budget alimentaire. Je pense que c'est un outil qui est super pertinent justement pour l'évolution dans le temps, pour l'évolution entre les... puis de se mettre, mettons, une méthodologie où on a un panier qu'on compare d'un endroit à l'autre puis dans le temps, mais je ne sais pas à quel point c'est le meilleur outil pour demander, exemple, justement, des meilleures conditions pour les gens qui vivent dans la précarité, que ce soit, exemple, l'augmentation du salaire minimum. Si on se base sur les montants qui sont mis dans le PPNE, en fait, je ne suis pas sûre qu'il y a grand monde qui est capable de vivre avec ce budget-là, de se faire une épicerie avec ce budget-là. C'est les questions que j'ouvre la discussion là, un peu, là, mais c'est ça, je me pose ces questions-là. Merci. En fait, donc, je vais essayer de répondre du mieux possible. C'est des points très pertinents. En fait, ce que le PPNE permet de faire ou de communiquer, en fait, c'est le prix ou le coût minimum d'une alimentation saine. Donc, il y a les aliments de la liste qui sont des aliments de base, c'est des aliments économiques à la fois nutritifs, mais le panier est calculé en tenant en compte les objectifs nutritionnels. Donc, quand on communique ces prix-là ou le coût du panier pour X famille, ça coûterait combien pour cette famille de répondre à leurs besoins nutritionnels, de s'alimenter sainement, basé sur les recommandations. Donc, c'est plus ça le message, c'est moins... donc, c'est ça le lien avec la réalité. C'est pas un panier de consommation. C'est vraiment de donner une idée. Oui, on recommande que la population consomme de X manière pour répondre à leurs besoins nutritionnels, mais ça coûte combien et comment subvenir à nos besoins nutritionnels avec en tenant en compte des aliments au plus faible coût possible. Donc, c'est vraiment dans cette avenue-là. Mais dans la réalité, si on aurait à penser au budget d'alimentation pour des familles à faible revenu, il y a toujours les aliments, la façon qu'on fait les relevés de prix, c'est qu'on ne tient pas en compte des prix en spécial, par exemple. Donc, c'est déjà là pour que dans le temps, on ait un standard des prix et que la méthodologie soit réplicable. Ben, dans la réalité, quand on va à l'épicerie, on achète des choses en spécial. Donc, il y a une manière d'économiser à ce point-là. Donc, c'est ça mes réflexions. Je ne sais pas si Stéphanie, tu voulais rebondir avant. Je sais qu'on a d'autres mains levées pour continuer. Je laisserais peut-être, oui, c'est ça. Puis je voyais, tantôt, il y avait François. Je laisserais peut-être les autres réagir. Oui. Réagir rapidement au propos de Mylène. En fait, je pense que Mylène soulève un point. Il faut s'assurer de la crédibilité et de la fiabilité de l'outil pour faire une démonstration. Mais là, je vais parler à coup de chainsaw et non de Lynn. OK? Je vais juste dire, ce que démontre l'étude, c'est que ça coûte plus cher, puis il y a de plus en plus de gens en précarité. Si je résume, là, alors, c'est à peu près pour un décideur qui devrait être interpellé pour prendre une solution. Puis sérieusement, moi, quand je vais à l'épicerie, je n'en reviens pas. Le nombre de personnes, après avoir passé à la caisse, qui regardent et qui ne reviennent pas de leur reçu.
Fait que je pense qu'on n'a pas besoin de faire une très grande démonstration qu'il y a un enjeu sur le panier d'épicerie. Puis même des gens de la classe moyenne et supérieure constatent que ça coûte plus cher. Puis le seul message qu'on a à passer, c'est qu'il y avait des gens en précarité avant la période d'inflation qu'on vient de vivre depuis 2 ans. Il y en a à cause de tout ça plus. Puis il y a un lien. Moi, dans ma petite tête là, de communicateur, je me suis fait un triangle. Dans le milieu, j'ai mis inflation. Puis il y a 3 pôles, revenus, logement, alimentation. Puis quelque part, rapidement, on est capable d'entrer dans une conversation avec des décideurs en disant qu'on est peut-être des acteurs en sécurité alimentaire ou en insécurité alimentaire, mais qu'on est très conscient que tout ça est lié, puis on travaille avec d'autres pour faire bouger ces affaires-là. C'est sûr qu'il y a des affaires qui sont au-delà de la portée du gouvernement québécois, d'un ministère donné, d'une ville, d'une entreprise, etc. Mais c'est là que je vous le dis. Après ça, stratégiquement, c'est de dire, pensons globalement, il y a peut-être des mouvements qui ont des capacités d'influencer des décideurs qui ne sont pas à notre palier, on pourrait s'y associer. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle auprès de décideurs auprès desquels on a des accès et potentiellement une capacité d'influence? Puis, comment on travaille ensemble, comment on se mobilise pour avoir plus de poids auprès de ces décideurs-là. Puis, de passer vite à la solution parce qu'il ne faut pas que les décideurs doivent faire un PhD en panier à provision avant de rentrer dans la discussion de la solution. Moi, je pense qu'on peut fast-tracker, excusez-moi, on peut accélérer énormément la discussion parce qu'intuitivement, ils savent bien que ça coûte plus cher. Excellent. Merci beaucoup pour vos réponses. J'espère, Mylène, que ça t'a donné des bonnes pistes de réponses. On a plusieurs personnes qui ont levé la main, puis je vais juste vérifier si c'était pour rebondir sur ce qui est en train de se parler. On a Alicia Dumitrage qui avait levé la main. Est-ce que c'est pour rebondir sur cette question ou c'est pour une autre question? Oui, c'est par rapport les questions de contenu et des prix des paniers. Donc, on a déménagé à Gatineau, puis on a trouvé un programme de distribution anti-gaspillage. C'est de savoir si vous avez fait des recherches par rapport aux programmes qui existent en dehors de Montréal, qui ont déjà ce système en place, qui font déjà des distributions de paniers alimentaires aux familles. Quand ça vient à l'organisation 3R, eux, ils ont des paniers familiales de 40 $. Sinon, ça va à 80 $. Puis tu as des choix de produits laitiers, produits végétaliens. Même quand ça vient aux viandes, tu peux choisir que ce soit, si tu ne peux pas avoir l'option de porc, ben, eux, ils te donnent l'option poisson, poulet ou porc. Sinon, encore une fois, des options végétaliennes. Puis c'est vraiment un beau organisme qu'on a trouvé. C'est de savoir si vous avez fait des recherches par rapport à ces types d'organisations pour votre projet. Stéphanie Givet? Ben, je peux peut-être juste, puis tu pourras compléter, Alicia. Ben, c'est un bon point, tu sais, puis là, on a quand même exprimé un peu l'objectif quand on a, avec l'outil qu'on présente aujourd'hui, qui est le panier à provision nutritif. L'idée, c'était pas nécessairement de documenter l'ensemble des initiatives, parce que je pense qu'il y en a, ce que vous nommez, c'est effectivement quelque chose de super intéressant dans la région de Gatineau, mais il y en aurait, j'imagine, une très grande diversité. Dans le fond, l'objectif qu'on avait, c'était de documenter l'évolution du prix, de faire les relevés de prix. Après, ben, tu sais, là, je pense que ce qu'on a soulevé aussi, c'est qu'on est très bien conscient qu'il y a comme des relations entre ce qu'on produit comme données puis des initiatives locales, que l'influence qui pourrait être faite quand on parlait de l'évaluation du prix d'un panier ou d'incitatif économique à la saine alimentation, on voit très bien que ça peut être qu'il y a un lien dans la discussion qu'il pourrait y avoir, mais est-ce que c'était ça l'objectif ultime qu'on avait quand on a produit nos données? Non, c'était pas exactement ça, mais réellement, je pense qu'on peut, la discussion peut se faire quand même entre des initiatives de la sorte et ce qu'on peut fournir comme information avec le panier à provision nutritive. Je ne sais pas, Alicia, si tu avais... Peut-être juste pour compléter, donc
pendant la phase de mise à jour en 2020-2022, on a revu 37 initiatives ou études, mais ces initiatives-là, c'était des initiatives qui mesurent le coût de l'alimentation. Parce que c'est ça, c'est comme Stéphanie mentionnait, c'est ça le but principal de l'outil pour te permettre d'estimer le coût minimum d'une épicerie équilibrée pour une population sur X territoire et là, de comparer dans le temps sur plusieurs périodes. Donc, il y a d'autres initiatives à travers le monde qui sont créées pour faire une chose similaire, dont on a pris en compte en faisant la mise à jour de l'outil. Mais les initiatives plus terrain qui ont des paniers qui sont offerts à la population, qui sont importants, ça, c'était moins, comme Stéphanie a mentionné, c'était moins tenu en compte en faisant la mise à jour du contenu de la liste. Merci beaucoup, Alessia. On a 2 questions plus générales que je vais passer. C'est des questions du chat qui sont super pertinentes. Ce n'est pas directement pour le dispensaire diététique, donc ça va demander une contribution générale, mais sont très pertinentes. Le revenu semble être une bonne porte d'entrée pour des actions. Toutefois, votre outil montre les problématiques croissantes quant à l'abordabilité des aliments. Pourrait-on penser à une action ciblant le coût des aliments? Je vais y aller en rafale parce que l'autre intervention qui suit est en lien avec ça. On parle d'une question qui n'a pas été abordée jusqu'à maintenant, les profits records des grandes bannières d'épicerie, malgré les hausses de coûts de production des aliments. Donc, la régulation de ces profits ne serait-elle pas un autre levier d'action? Donc, on sait, par rapport à ce dernier point, on sait qu'il y a des études présentement qui ont été lancées. Ça a été dénoncé, là, le point des profits records des grandes bannières. C'est abordé au niveau fédéral. Il y a des études qui sont en cours. Donc, oui, c'est un point qui est super pertinent. On collabore, disons, du côté du Conseil SAM, on collabore avec des instances fédérales, des comités par rapport à l'insécurité alimentaire. Donc, ça peut être mis de l'avant. Mais ici, aujourd'hui, on peut essayer de se concentrer peut-être un peu plus au niveau du palier municipal, provincial. Oui, fédéral aussi, mais c'est juste de bien essayer de cerner à quel niveau, finalement, il faut s'adresser pour penser ces questions-là, ces enjeux-là. Mais je reviendrai à pourrait-on penser à une action qui cible le coût des aliments? Je ne sais pas si quelqu'un aurait une réponse. J'en aurais, mais je ne veux pas prendre toute la place. OK. Donc, quand on pense à l'abordabilité des aliments à Montréal, on trouve des actions, des réponses à ça, c'est par la tarification sociale. On a de plus en plus d'initiatives d'épicerie qui fonctionnent par tarification sociale, qui permettent de donner accès à des aliments à moindre coût pour les personnes qui peuvent moins facilement se permettre ces coûts d'aliments-là. Donc, on a une tarification qui est progressive. Donc, il y a des épiceries qui sont en train d'ouvrir, comme l'épicerie des Trois Paniers, qui, dans le Centre-Sud, qui est porté par le Carrefour solidaire, qui permet de résoudre un peu cette problématique. Pas la résoudre, mais disons de l'aborder, de tenter de trouver des approches innovantes de solutions pour répondre à cette problématique-là, mais en visant les populations moins favorisées au niveau du revenu. C'est une piste de réponse. Donc, il y a des pistes de solutions qui peuvent être mises de l'avant dans nos actions concrètes de tous les jours dans les systèmes alimentaires locaux. On pourrait y revenir. Peut-être que quelqu'un en devant la main voudra répondre à cette dure question. On a Andrea Richardson qui avait la main levée depuis longtemps. Oh, mais je suis patiente, pas de problème. Je suis organisatrice communautaire pour une CLSC dans l'Est de Montréal, dans Mercier-Ouest. Alors, je salue le travail de le dispensaire diététique. Je connais votre organisme, puis je trouve que je veux rebondir sur un peu la discussion que M. Lagarde et vous autres de le dispensaire ont amené, dans le sens que
je pense qu'on a un bon exemple d'un outil, un outil de sensibilisation, un outil de revendication. Alors, c'est un peu la question qu'on a, parce que je pense que M. Lagarde a bien dit que vous avez identifié les deux enjeux. Ça coûte plus cher et il y a plus de gens en précarité. Alors, vous avez identifié des influenceurs. Là, je me dis, est-ce que ces influenceurs sont vraiment... Parce que cette idée-là qu'on ne va pas juste présenter ou avoir excusez-moi, un snapshot, un portrait de la situation, mais on veut proposer des solutions. Alors, les gens qui sont en position d'influenceurs, est-ce qu'ils ont ce message-là? Ils devraient porter aussi des solutions. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que vous êtes un leader au niveau de la nutrition et tout ça, mais à un moment donné, avez-vous identifié des alliés? Vous ne pouvez pas porter ce dossier seul, mais c'est vraiment de dire, OK, parce que moi, j'agis au niveau local, et que c'est ça, moi, je suis un peu tournée vers les leaders en nutrition ou c'est à ce niveau-là de présenter, de justement, pas juste présenter, mais d'amener des solutions. Et je pense que j'avais une question pour M. Lagarde, mais là, j'ai un peu... Ah oui, ma question pour M. Lagarde, je suis intéressée parce que nos programmes dans lesquels je travaille, c'est la direction de la jeunesse et des activités en santé publique. Alors, on a des liens avec le DRSP et souvent, je vais faire appel à des collègues de la DRSP. Mais j'aimerais savoir comment c'était reçu votre message que vous êtes des marchands de solutions. Puis, si de côté de DRSP, le dispensaire diététique a des alliés. Merci. Excusez beaucoup de questions, mais je voulais vraiment rebondir sur qu'est-ce que vous s'était présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci. Là, il y avait plusieurs personnes où vous adressiez. Je vais peut-être commencer. François, vous pourriez peut-être rebondir par la suite. Alicia, n'hésite pas. La question des alliés, ben, ça fait beaucoup écho. Là, puis, en fait, je pense que c'est ça un peu ce qu'on voulait lancer comme message. Notre dernière bout de notre présentation, c'est sûr qu'on est allé très rondement. On diffuse des données, mais on est dans cette phase-là, là, je vous dirais, au niveau des communications, puis de la réflexion collective sur nos stratégies d'influence. Fait que, on est à la recherche aussi. On est très bien conscient qu'on ne peut pas être les seuls à porter le message. On est tous ici à en discuter. Fait que clairement, il y a un potentiel de collaboration que je vois ici très riche. Quelle sera nos stratégies, je pense que c'est un point de départ. Déjà, déjà l'événement qu'organise le Conseil SAN de nous faire réfléchir collectivement à ça va peut-être amener, je le souhaite, à des collaborations, à des acteurs, à un réseau d'acteurs qui voudraient se mobiliser en ce sens. Fait que, je vois là déjà une première porte avec aujourd'hui. C'est sûr qu'aussi, on a nommé avec qui vous vous ralliez, tout ça. On a au dispensaire une double expertise, tant au niveau de la périnatalité qu'au niveau de la sécurité alimentaire. Au niveau de la sécurité alimentaire, bien, une des grandes actions qu'on a souhaité faire cette année, c'était de proposer notre candidature au niveau du Conseil SAN, mais on est maintenant comme membre officiel au niveau du Conseil. Donc, on est très content et on voit là justement une super belle opportunité de concertation, de se mettre en relation avec un très grand bassin de partenaires communautaires, institutionnels, municipaux. Puis quand on parlait de solutions, ben ça va être l'occasion justement d'y réfléchir. Donc, dans les plans d'action, dans les actions qu'on va vouloir mettre de l'avant, j'imagine qu'il y aura des réflexions sur des objets précis du système alimentaire et toute la question de l'insécurité alimentaire. Comme je connais quand même bien le Conseil SAN, je sais que ça va faire partie des réflexions pour les prochaines années encore. Donc, certainement, on veut faire partie de... Et, oui, générer des données, mais réfléchir aux solutions. Fait que, ça, je sais que François, c'était quelque chose qu'il voulait qu'on retienne. On le retient. On a des opportunités. Quand on parlait au niveau de la direction de santé publique, bien, évidemment, on est aussi financé là, pour d'autres projets là, au niveau de la direction de santé publique.
Il y a une consultation, ils sont actuellement en train de faire leur plan d'action, leur PARI, plan d'action régional intégré. Donc, évidemment, ils ont mentionné un intérêt à vouloir travailler dans les prochaines années. Je ne sais pas c'est quoi leur perspective temporelle, mais jusqu'en 2025, à toutes les actions de plaidoyer au niveau de la hausse des prix. Fait que c'est sûr que le dispensaire, on était présent, puis on a dit, on a clairement, on a une expertise, puis on souhaite clairement faire partie de la discussion. Fait qu'on a là peut-être une opportunité. Comment ça va se traduire, je ne sais pas, mais c'est au moins, c'est à travers des planifications stratégiques, à travers des occasions de consultation, ben, on souhaite être partie prenante avec d'autres partenaires parce qu'évidemment, on ne sera pas les seuls à porter le message. Puis on a aussi, dans notre déploiement provincial, dans notre perspective future, ben, on reçoit aussi un bon appui là, du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux. Fait ose à penser qu'au niveau de la sphère d'influence, ben, il y a quelque chose là de très intéressant. On voit que ça fait écho. On voit que c'est quand même pris en considération là, au niveau des appels à projets, des opportunités de financement. Fait que je pense qu'on a là des bonnes bases là, pour les prochaines années, en tout cas. Puis, clairement, il y a quelque chose d'intéressant à se donner comme suite, peut-être, on ne clorera pas le sujet et le débat aujourd'hui à midi. On va sûrement avoir à repenser à tout ça ensemble. Donc, voilà. Je ne sais pas, Alicia, si j'ai fait le tour. Puis François, je pense qu'il y a un bout aussi qui concernait la partie des stratégies. Ton micro est fermé. Oui. Alors, merci, Andrea, pour l'intervention. Rapidement, sur les alliés, je vous inciterais à ajouter à votre réflexion toujours de commencer par la fin. Puis commencer par la fin, c'est commencer par l'instance ou le groupe de décideurs ou le décideur qui peut adopter la dite solution. Puis se poser la question, qui est dans le radar de cette personne ou de cette instance? Et en faisant la liste des personnes qui sont dans le radar, vous avez probablement une liste intéressante d'alliés non traditionnels influents auprès de la personne influencée. Parce que ça va être facile de vous mobiliser entre personnes qui partagent la préoccupation de la sécurité alimentaire à Montréal. Le pas de plus, c'est d'aller voir des personnes influentes non traditionnellement connues pour leur adhésion à la sécurité alimentaire, mais qui vont s'afficher en sa faveur avec vous. Ça, c'est les alliés à gagner qui vont vous permettre d'avoir plus d'influence auprès des gens. Sur la question de la direction de santé publique, ce qui est intéressant, par transparence, je dois vous dire que je les accompagne parfois, toute la bascule solution, ils en sont conscients. Les gens de santé publique ont une culture historique de veille sur l'état de santé ça peut être intéressant même pour la discussion, pour décrire les enjeux, la nature et l'ampleur des enjeux, qui nous permettra d'avoir des regards sur des solutions plus pertinentes en fonction des enjeux. Fait que, il ne faut pas négliger non plus le travail sur les enjeux. Je vais juste dire, ça devrait nous permettre de découler d'aller vers les solutions. La santé publique en est consciente. C'est une évolution dans sa culture parce qu'il y a des programmes de santé publique hyper normés, mais quand vient le temps d'aller dans des actions à être adoptées par d'autres acteurs de la société que la santé publique, ils sont conscients qu'ils doivent eux aussi être dans une forme de plaidoyer. Ceci étant, à Montréal, puis là, je vous ai, par transparence, dit mon biais, mais il reste que la directrice de santé publique de Montréal est partante pour faire du plaidoyer. Puis je ne peux pas parler en son nom, mais vous l'avez constaté au cours des dernières années. Fait que c'est une alliée objective assez réceptive et qui comprend, ça a été inscrit dans la planification stratégique de la direction de santé publique. Il y a un axe qui est un leadership et un positionnement d'influence. Ils sont assez partants, puis je pense que dans des
volonté de partenariat dans le but de changer la donne en termes d'environnement et de politique publique et le reste. J'ai jamais il y avait Richard Lessard qui était à l'époque très partant pour faire du plaidoyer, mais Mylène Drouin et son équipe me semblent être dans la même culture, tout en reconnaissant les limites de ses propres balises, parce qu'il y a aussi des balises de santé publique institutionnelle, mais prête à jouer et elle comprend très bien la complémentarité des rôles quand on scénarise une stratégie d'influence. Merci pour toutes ces réponses. On a Isabelle Noyon. Oui, alors j'ai plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Dans un premier temps, je veux dire que moi, je représente juste mon organisme, absolument pas mon quartier ou ma concertation. Donc, mais je veux quand même parler de ce qu'on a fait dans le quartier. Je voudrais vous dire que le panier alimentaire, c'est vraiment, la donnée du panier alimentaire, c'est vraiment très utile. En 2020, on a rédigé la table SIGAL, qui est la table en sécurité alimentaire de Centre-Sud, a rédigé un mémoire dans le cadre du PPU. Donc, c'est le programme particulier d'urbanisme, pour lever des drapeaux en expliquant que voilà la situation des organismes en sécurité alimentaire avant, qu'est-ce qui se passe pendant la pandémie et vers quel mur on fonce. Et l'objectif était essentiellement de trouver des locaux parce qu'on avait une augmentation énorme de population qui était en besoin et qu'il fallait démontrer que cette population était en besoin, que nos organismes étaient déjà fragilisés avant la pandémie et que là, en 2020, on voyait qu'on s'enlignait vers un mur. Donc, on s'est servi de ces données-là. Ces données-là sont très pertinentes parce que quand on regarde actuellement les personnes qui sont sur l'aide sociale, la famille type que vous avez nommée, à 2 sur l'aide sociale, c'est 1 050 $ par mois. Alors, quand on voit que ça leur en prend 1 000 pour se nourrir, on se demande comment ils peuvent se loger, comment ils peuvent habiller leurs enfants, etc. Et c'est ce que François disait, ça va aussi avec le logement. Nous, on a des gens qui glissent de la pauvreté à l'itinérance et des familles également. Donc, ça a permis de lever des drapeaux. Ça a permis aussi de se dire, ce qu'on disait, c'est un droit, l'alimentaire. Donc, on s'est réunis en quartier parce que c'est aussi une responsabilité collective. Donc, on a fait une cellule de crise pendant la pandémie. Et dans cette cellule de crise, c'était les gens de la table en sécurité alimentaire, mais on a adjoint des alliés, c'est-à-dire on a adjoint le politique, on a adjoint les écoles, on a adjoint aussi la police, toutes sortes d'autres institutions et partenaires qui ont un intérêt à la lutte à la pauvreté, dont l'insécurité alimentaire est un enjeu majeur. Ce que ça a permis que le municipal nous a donné un peu d'argent pour pouvoir nourrir les gens. Et aussi des locaux qu'on a réquisitionnés dans notre quartier, qui étaient des locaux inoccupés, des locaux de CLSC, des locaux municipaux, d'autres locaux, et de travailler sur un projet pour avoir des locaux plus permanents. Donc ça a été bien pendant la crise. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup dilué, ces fonds n'existent plus, les fonds d'urgence ont fondu, et on a perdu énormément de cet argent-là. Le CIUS, à travers les organisateurs communautaires du CLSC, Centre-Sud Verdun, ont écrit une lettre publique pour justement témoigner de toute la détresse qu'ils voyaient, aussi bien des gens qu'on dessert, de la population qu'on dessert vulnérable, mais également de nous-mêmes. C'est-à-dire beaucoup de dépression, beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup d'arrêts de maladie, beaucoup d'épuisement. Et donc ça a été dénoncé par les organisations communautaires. On a également écrit une tribune. Donc, on s'est mis ensemble, tous ceux qui œuvrent en sécurité alimentaire, en mettant un peu sur le type de storytelling, en donnant des exemples vraiment frappants, en disant voilà les impacts qui se passent. Et on a fait cette tribune à travers des journaux, à travers la télévision, la radio. On a fait un grand battage médiatique. Et le résultat, c'est que ça n'a rien donné. Les gens sont conscients, mais c'est comme si on criait au loup puis qu'on ne nous écoute plus. Donc là, je vais avoir une question pour François. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on est très fiers du Carrefour solidaire qui est dans notre quartier. Entre autres, ça a été nommé les paniers d'épicerie. Donc, c'est les 3 paniers. Le problème, c'est que les gens, ils n'ont même pas les moyens d'acheter un panier. Le problème, c'est qu'on est rentré dans un cercle vicieux où on donne à manger parce que le loyer, ce n'est pas une dépense... c'est pas une dépense qu'on peut réduire. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent ailleurs, ils réduisent dans l'alimentation. Donc, maintenant, si on ne les nourrit pas, ils n'ont pas d'autre espoir parce que tout leur argent est parti pour avoir un toit.
Dans la tribune, il y avait une phrase qui avait été citée par un de mes membres. Il disait, ça y est, j'ai payé mon loyer, j'ai enfin un toit pour crever de faim. Mais c'est vraiment là la situation, on est rendu là-dedans. On est rendu dans des choses critiques et il y a de l'argent au gouvernement parce qu'on voit circuler cet argent. Mais contrairement à avant, où on voyait circuler cet argent sous forme de subventions, et les subventions qu'on nous accordait reconnaissaient notre expertise, reconnaissaient les actions qu'on fait et notre capacité de mener à bien ces actions. Maintenant, cet argent-là ne circule plus comme des subventions, elle circule comme des ententes. La DRSP, le SUS et tout, ils se font des ententes pour des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Nous, on travaille en intervention psychosociale également et en mesures alimentaires. Alors maintenant, ils nous disent, ah ben, on veut que vous occupiez de tel secteur, telle partie de la population, et que vous leur donnez ce petit service-là, et pour ça, on va vous financer. Puis nous, on se bat, on leur dit, ben, nous, on travaille en intergénérationnel, on travaille avec les familles, on travaille en interculturel, on travaille en multiproblématique. Non, 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 nous, on veut juste ça, parce que ça, on n'arrive pas à le faire au CLSC. On va vous financer ça à travers une entente, puis vous nous devez des comptes, puis vous devez le faire à notre façon. Puis il n'y a pas d'autre argent qui sort. Fait qu'à un moment donné, on s'est battu pour les subventions par projet. Il fallait innover à chaque fois, comme si manger, c'était une innovation. Et maintenant, on se bat parce que c'est des ententes, il n'y a plus d'argent qui circule. Alors, ma question, donc voilà, je vous ai fait quand même un portrait, c'était positif au début, puis ça a dégringolé. Désolée, c'est mon éditorial du jour. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut se sortir de ça? Comment est-ce qu'on peut... J'ai l'impression qu'il y a un problème de visibilité, mais d'avoir crié au loup, de leur dire on n'en peut plus. Et là, maintenant, c'est comme ils sont anesthésiés de ce discours. Mais pour vous donner une idée, le premier jour de la pandémie, on a donné à manger à 45 personnes. Et la semaine dernière, j'ai donné à manger à 3000 personnes. Et pour ça, j'ai augmenté mon équipe d'une seule personne. Et juste pour vous donner une idée, j'ai changé 6 fois de local. Je suis passée d'un local de 800 pieds carrés, maintenant je suis dans un local de 6000 pieds carrés. Pour vous donner juste une idée de l'ampleur de la situation. Et les gens qui viennent manger chez nous, on vérifie leur avis de cotisation, signent un contrat d'engagement comme quoi ils n'ont aucune autre ressource alimentaire ailleurs, et ils sont du quartier Sainte-Marie, qui est la plus grande poche de pauvreté actuellement du Québec. Donc, ma question, François, c'est comment est-ce qu'on fait? Cette tribune n'a pas fonctionné. Là, c'est la guignolée, les paniers de Noël. On n'en voit jamais la couleur. On est dans un quartier où il y a les plus grands, je dirais, les plus visibles organismes en itinérance. Parce que l'itinérance, je le dis ça de façon sarcastique, mais ça fait sale, tu sais, fait qu'on va travailler à l'itinérance pour ne pas en voir dans la rue. Donc, on a la Maison du Père, on a l'accueil Bono, on a ces organismes-là qui sont financés. Et nous, on perd notre financement. On a perdu, c'est ça, je dirais 30 à 50%. On l'a dénoncé. On n'a aucun contact. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la crise, on a été aidé. Maintenant, c'est comme si la crise n'existait plus. C'est comme si... mais les fonds ont diminué complètement. On est passé de 50% de moins des fonds. Ouais. Il serait prétentieux de ma part de présumer que j'ai une solution instantanée à toute cette problématique-là. Les deux choses que je peux vous dire là, en très peu de temps, parce qu'il est déjà moins 10, mais la première, c'est l'utilité des récits. Là, je mixe des enjeux que vous avez soulevés. La vision en silo des programmes gouvernementaux, qui est un peu issue de la tyrannie du Conseil du Trésor qui découpe l'éléphant en tranches puis qui veut avoir une reddition de comptes hyper verticale. Bon, mais ça c'est déprogrammer ça, là, c'est l'œuvre d'une vie, au moins, ou de plusieurs vies. Mais je veux juste dire, il est peu probable, avec humilité, que vous cassiez cette logique gouvernementale-là. Moi, j'ai essayé pendant des décennies, puis ça n'a pas marché. Je vous le dis, si vous réussissez, tant mieux. Mais la seule façon de briser ça, c'est plate à dire, là, c'est d'être vertical avec vos interlocuteurs ministériels, mais transversal avec votre député. Alors, le gouvernement, cette logique gouvernementale, établir des relations avec votre député qui devrait devenir votre agent
dans le gouvernement. Puis vous aider et d'exposer. Puis l'autre élément que vous avez mentionné qui est porteur, c'est le récit. Raconter l'histoire de personnes, de profils de personnes, de vraies personnes qui, dans leur quotidien, ça a l'air de quoi une journée dans leur vie, en leur démontrant leur lutte incessante pour trouver un équilibre, de démontrer leur volonté de trouver un équilibre, mais que par leur seule volonté, ils ont des conditions de vie objectives qui ne leur permettent pas de retrouver cet équilibre-là et autour desquels ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Puis de démontrer que ça prend une action. Mais il y a un très bon article qui a été publié il y a plusieurs années là, dans une revue scientifique, mais qui démontrait que le récit, en faisant valoir la volonté des gens de s'en sortir, mais leur incapacité face à des conditions de vie objectives, amenait des décideurs à mieux apprécier ce qu'il y a à faire. Puis de ne pas confronter la responsabilité individuelle avec la responsabilité collective, mais de démontrer que la responsabilité collective est un levier pour que les gens puissent faire leur bout. Mais sans cette responsabilité collective, les gens ils ne peuvent pas faire leur bout. Donc ça, c'est dans le discours, dans le narratif politique, avec des partis de centre et centre-droit, vous êtes obligé de démontrer ça d'une certaine façon, mais ça aide. Donc, votre député du récit, de l'opportunisme vertical en autant que vous pouvez, et des alliés objectifs qui travaillent auprès des mêmes personnes autour de problématiques complémentaires, comme le logement, par exemple, vous l'avez mentionné. Mais écoutez, j'essaie en quelques minutes de répondre à un projet de vie, là. Alors... Est-ce que je pourrais juste poser une question par rapport à ce que vient de dire François, si vous me le permettez? Oui. Certainement. Rapidement, je suis désolée Stéphanie. En fait, la question, c'est que souvent, là où on est confronté, c'est que les gens nous disent, oui, on comprend la situation des personnes, on comprend ça, mais ça ne sert à rien de leur donner de l'argent parce qu'il y a pas, même si on les nourrit, même si ils ne vont pas s'en sortir. Donc, comment est-ce qu'on peut contrebalancer cet argument-là? Parce qu'effectivement, c'est vrai que nourrir des gens, demain matin, ça recommence. Oui, tu sais, la fameuse image que j'ai toujours poussée, c'est bon, il ne faut pas juste se donner à manger, il faut montrer comment pêcher. Pas juste se donner du poisson, montrer comment pêcher. Mais il faut ajouter, il faut s'assurer qu'il y a des poissons dans le lac. Donc, encore une fois, de montrer que ce n'est pas blanc ou noir, tout ça, qu'il y a une équation. Les gens, quand ils sont en situation d'urgence alimentaire, il faut les aider. On a une responsabilité collective. Bien sûr, on veut leur donner de l'empowerment, puis on veut les aider à assumer un certain niveau d'autonomie, mais il n'y a personne qui est totalement autonome sur le plan alimentaire, même les gens les plus nantis. Encore faut-il que le système alimentaire produise, fournisse, rende accessibles les produits. Puis il y a une dimension additionnelle qui est le coût qui fait que certaines personnes, objectivement, ne peuvent pas par elles-mêmes. Donc, c'est quoi les solutions? Puis là, on sort seulement du dépannage alimentaire, puis on rentre dans l'emploi, le revenu, le logement, etc. Puis là, on peut entrer dans une conversation. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas avoir une guerre idéologique sur c'est la faute de qui. Il faut être beaucoup plus rassembleur dans le narratif en disant si tout le monde joue son rôle, tout le monde va en bénéficier. Puis là-dedans, il y a des enjeux qui dépassent la seule capacité, volonté d'une personne à s'en sortir. Merci beaucoup, François. Okay. Merci, Isabelle, pour votre intervention. C'est super apprécié. C'est vraiment, ça nous prend ça, puis c'est à ça que ça sert aussi l'Espace Cuisine, c'est pour pouvoir vous entendre, puis mieux saisir comment ça se passe dans chacun des quartiers. Puis bravo pour tout votre travail. Stéphanie, tu voulais rebondir, je pense. Ça ne sera pas long, je sais qu'on arrive à la fin, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement mentionné du côté du dispensaire. On a la double particularité de autant produire des données. On a porté ce chapeau-là aujourd'hui, mais on est en contact avec la clientèle aussi par nos autres services. Puisque ce qui a été discuté aujourd'hui, c'est aussi une réalité là, qu'on
continuellement faire face, les besoins grandissants de la population, le sous-financement des organismes. Puis, on parle beaucoup de la pandémie, mais nous, ce qu'on vit au dispensaire, c'est vraiment par la hausse des nouveaux arrivants. Depuis avril, on est comme immergé là, de demandes. Puis c'est pas nécessairement... On commence à en voir un peu il y a eu certaines sorties médiatiques là, dernièrement, mais ça, c'est quelque chose à vraiment, puis je sais pour échanger avec des organismes là, sur le terrain à Montréal, on a vraiment... ça met une immense pression sur nos ressources. Notre comptoir alimentaire se vide avant un mois, se vide au bout d'une semaine. C'est vraiment incroyable. Les gens arrivent avec des besoins vraiment élevés. Puis on avait déjà une fragilité. On avait déjà une fragilité, déjà un contexte post-pandémique, mais ce nouveau contexte-là et le fait que les organismes ont agi en première ligne et on n'a aucun financement associé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser. Puis, je voulais juste nommer qu'on le vit quotidiennement. C'est juste qu'on n'a pas nécessairement... On ne nous avait pas demandé de parler de cette réalité, mais quand je vous entends, quand j'entends ce qu'on vient juste de dire, je ne pouvais pas m'empêcher de dire qu'on vit la même chose au quotidien. Là. Donc, voilà. Merci Stéphanie, merci François, merci Alessia, puis merci à tout le monde qui ont participé au webinaire aujourd'hui, toutes les personnes qui ont pris la parole. On sait que c'est des problématiques qui continuent, puis qu'on va continuer à travailler ensemble pour mieux les adresser, pour mieux influencer, pour mieux avoir un système alimentaire qui répond véritablement aux besoins. Puis on a beaucoup de défis devant nous. On sait qu'au niveau communautaire, c'est exceptionnel tout le travail que vous réalisez, puis on essaie le mieux possible de travailler avec vous pour réussir à répondre à tous ces besoins-là. Je vous partage quelques secondes mon écran pour terminer. J'ose croire que vous voyez. Donc, je vous ai mis dans le chat l'évaluation du webinaire. Si vous voulez compléter l'analyse, partager votre expérience, partager vos commentaires, c'est dans le lien dans le chat. Ça va vous être envoyé par courriel aussi. C'est super apprécié. On a un webinaire sur la mutualisation pour l'approvisionnement local dans les organismes de sécurité alimentaire qui va être tenu le 6 décembre avec le collectif Récolte. Donc, si ça vous intéresse de participer, vous devriez avoir reçu l'invitation par courriel. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'écrire au salem@commercial-montréal-métropolensanté.ca. Et puis, je vous remercie vraiment pour votre participation. Puis, ce sera toujours un plaisir de recevoir des courriels de votre part, tous les commentaires, peu importe, des outils que vous avez faits. Plusieurs personnes ont partagé des outils dans le chat aujourd'hui. Je vais tout rendre ça disponible dans un courriel avec l'enregistrement très prochainement. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Et merci encore François, Stéphanie et Alessia. C'était grandement apprécié cette conversation.